Bonjour à tous et bienvenue sur Rare, le podcast qui transforme ta différence en moteur de croissance. J'ai pas n'importe qui aujourd'hui avec moi. Je vous présente Bilker. Bilker, bonjour. Salut Cani, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Est-ce qu'on va faire semblant encore longtemps ou... Non, 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 parce que sinon sinon on va pas tenir l'épisode. Je vous présente mon grand frère, Bilker, qui a 6 ans et demi de plus que moi. Et c'était normal et ça valait de soi qu'il soit sur ce podcast-là. Comment tu vas? Bah ça va, ça va, ça va. Bah écoute, très content de faire cet épisode et de partager tout ce que j'ai pu apprendre dans le marketing depuis ces années. Mais bon, j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard et surtout content de faire cet épisode pour éviter un petit scandale familial. Donc voilà, donc très content d'être là aujourd'hui. Alors, on va mettre quelques bases pour commencer. Voilà, la complexité de ce podcast, c'est qu'effectivement, je m'adresse à mon frère, donc il y a beaucoup de questions que je vais lui poser que je connais déjà. Mais on va passer un pacte déjà avec Bilker et avec toutes les personnes qui nous voient et qui nous écoutent. On va faire, voilà, je vais faire semblant. On va se mettre voilà, à un niveau de je vais faire semblant de ne pas savoir. Mais voilà, je suis sûre que je vais quand même apprendre beaucoup de ton côté. Et je vois le sourire sur la bouche de Bilker. Nous allons être courtois. Voilà, un pacte de non-agression signé dès le départ. De toute façon, je pense que si je fais une boulette, il en fera une plus fort et moi je vais réenchérir et ce sera invivable. Ouais, c'est ça. Voilà, un petit jeu d'escalade. Bon, voilà, restons courtois dans ce cas-là. Bilker, bienvenue, merci d'être présent. Tu vas voir que je vais te poser 5 questions. Ok. C'est les 5 questions que je pose à chacun de mes invités au début du podcast. Et puis après, Mhm. forcément, on va rentrer dans le sujet qui t'est propre. Dans un premier temps, aujourd'hui, donc ton activité, si tu devais le présenter à ta grand-mère, qui est aussi la mienne, comment tu le ferais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais, mais de manière hyper simple et sans rentrer dans les jargons marketing? Ok, de manière hyper simple, je gagne de l'argent sur Internet et j'aide des gens à gagner de l'argent sur Internet. Je pense qu'on peut pas faire plus concis. Je pense que dans ça, le point un petit peu technique encore, c'est Internet. Donc peut-être qu'on devrait peut-être le définir, je ne sais pas trop. Mais, mais globalement, c'est ce que je fais. Alors, normalement, ceux qui nous écoutent et qui nous voient doivent avoir une connexion, je pense, pour pouvoir accéder à cet épisode. Donc, on va pas rentrer dans ce niveau de vulgarisation-là. Mais très bien. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien, en dehors du boulot? Qu'est-ce que Ouais. tu aimes faire dans la vie? Ouais, alors, c'est le moment de se présenter ou bien ce sera plus tard ça? Tu peux le faire en disant qu'est-ce qui t'anime au quotidien. Ok, ça marche, ok. Bah écoute, bon, ça fait quoi? Ça fait à peu près, on est en 2025, ça fait, waouh, cette année, ça fait 20 ans que je me balade sur Internet. Euh, Quand on commence à dire ça fait 20 ans que je fais ça et que je me rappelle très bien de ce que je faisais, ça veut dire qu'on commence à devenir vieux. Donc, donc du coup, ouais, donc mes premières expériences sur Internet, donc ça remontait en 2005 avec mon premier Skyblog. Voilà, avec le premier Skyblog que j'avais créé. Et en fait, à l'époque, je m'amusais en fait à écrire mon nom. Enfin, déjà, j'ai un nom chelou. Donc, déjà, j'écrivais mon nom. Et après, quand je tapais sur Yahoo, j'apparaissais sur mon nom. Donc, à l'époque, Enfin, moi, je trouve ça archi cool en fait. Je me dis, waouh, mais c'est trop bien. Et donc, du coup, par rapport à ça, je me suis dit, mais bon, j'avais 15 ans, j'étais en troisième, j'étais encore un petit con. Je me disais, mais attends, mais on peut faire pas mal de choses en fait avec ça. Et en fait, là, pour le coup, on était vraiment aux prémices d'Internet. Enfin, je me rappelle à l'époque quand j'utilisais Internet, c'était soit j'utilisais Internet, ou bien soit mon père devait passer un petit coup de fil au téléphone. Donc, du coup, voilà, il fallait choisir. Ceux qui connaissent cette période, voilà, n'hésitez pas à faire un petit coucou en commentaire. Bref, t'as vu, Kanye, regarde, je bosse même sur le référencement de ta vidéo YouTube. C'est très bien. Si tu fais mon travail à ma place, c'est encore mieux. Donc en fait, j'avais commencé sur ça, puis après j'ai fait mes études donc autour du digital, d'internet, tout ça, en me disant que je peux créer ma propre définition de la liberté. Donc là, pour le coup, quand je dis ça, ça peut paraître hyper large, mais en fait, pour moi, la liberté, c'est ni plus ni moins bosser où on veut, avec qui on veut, en gagnant l'argent qu'on veut. Et comme Internet à l'époque, c'était un média assez naissant, je me suis dit peut-être que si je creuse un petit peu plus, il y a moyen de faire des choses sympas. Et donc du coup, quand j'ai avancé dans mes études, jusqu'à Bac+5, j'ai commencé à me passionner pour une discipline encore naissante,
qui s'appelait toujours le référencement naturel. Donc en gros, voilà, l'idée est de faire en sorte que tes clients ou bien même toi, tu apparaisses en premier sur Google lorsqu'on tape ton nom. À l'époque, c'était Yahoo. Donc en fait, je me suis rappelé des souvenirs que j'avais avec mon Skyblog. Et puis après, j'ai monté en compétence dessus, j'avais créé un blog, j'ai commencé à gagner de l'argent en affiliation là-dessus, c'était archi cool. Puis après, je me suis dit, bah vas-y, je vais me spécialiser là-dessus et je vais le faire pour des clients. Donc, du coup, j'ai commencé comme ça. Puis après, en sortant d'études, j'ai intégré une agence qui s'appelle Search for Site, qui maintenant s'appelle Picase. Agence où j'ai coopté une personne qui maintenant crée un podcast qui s'appelle Rare. Mais bon, ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Sera coupé au montage. Et puis, donc voilà, donc du coup, j'ai fait 2 ans en tant que consultant en référencement là-bas. J'ai refait 2 ans en tant que consultant en référencement dans une autre boîte, Réseau. Et puis après, en 2018, je me suis lancé, donc toujours avec cette idée de, je veux devenir libre avec Internet. J'avais une expérience assez solide. J'avais beaucoup de demandes par rapport à l'offre. Je me suis dit, vas-y, je vais tenter ma chance en indépendant. Sauf que le SEO ça évolue, le référencement ça évolue, les us et coutumes des utilisateurs évoluent, tout ça évolue. Donc en fait moi-même j'ai dû m'adapter à mon domaine. Et donc du coup plus ça allait, plus les années avancent et plus ma discipline se démocratisait, même se démocratise. Et plus on ne parle pas juste de référencement pur, mais de référencement multicanal. Donc en fait, en faisant cela, donc en suivant les évolutions, forcément je continue à bosser sur mes clients, mais moi-même en fait à côté, j'avais commencé à lancer un business de formation et je me suis dit je vais appliquer sur moi-même ce que j'applique chez mes clients, donc avoir des clients, proposer un produit, proposer une offre, etc. Sauf qu'en fait, en faisant ça et en appliquant chez moi ce que j'avais appris, donc le référencement, tout ça, je me suis rendu compte que au tout début, en tout cas top of funnel, genre quand on me connaît pas, c'est pas le référencement qui fonctionne, mais c'est d'autres canaux qui fonctionnent. Et en fait, c'est là où je suis monté en compétence dans d'autres canaux organiques qui m'ont permis justement de créer un produit, donc du coup, qui est ma formation dont je vais parler un petit peu plus tard, de le marketer, de le vendre, tout ça grâce aux canaux organiques et les référencements m'aident aussi sur ça. Je diverge beaucoup par rapport à ta question initiale, mais t'inquiète pas, je vais venir. Et donc du coup, et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, en fait, lorsqu'on maîtrise tout ça, lorsqu'on sait faire bien les choses, non seulement il y a une demande forte qui nous attend, mais en plus de ça, moi, ça peut m'aider à m'affranchir de ma condition, donc à faire un peu ce que je veux quand je veux où je veux. Et surtout, moi, il y a un truc qui est hyper important pour moi, je suis né avec ça, c'est que j'adore aider les gens. J'aime ça. J'ai fait un grand travail sur moi-même pour me dire aider c'est quoi. Est-ce que c'est construire un business qui est dépendant uniquement sur aider des gens, mais dans ce cas-là si tu aides des gens ça veut dire que non seulement mais en fait au final ça veut dire que tu les aides pas parce que ton business ton business se base dessus, donc ça veut dire que si tu les aides pas là tu vas pas gagner de l'argent. Bref, plein de questions. Voilà, j'ai fait la paix avec tout ça. Et en fait aujourd'hui ce qui m'anime, ce qui me fait kiffer, c'est d'apprendre des choses et derrière de le retransmettre à d'autres personnes pour que ces personnes-là puissent reprendre le contrôle de leur vie, comme ce que j'aime bien dire, que ce soit dans leur carrière, que ce soit dans leur business, que ce soit dans tout ce qu'ils veulent faire grâce à Internet, qui est un formidable levier. Donc du coup, si je devais résumer tout ça, moi, mon job aujourd'hui, c'est de faire rayonner les personnes, les marques sur les leviers organiques, donc Google, YouTube, LinkedIn, etc. Et créer un business pérenne autour de ça. Très bien. Très très grosse réponse et t'as... Ouais, j'avoue, est-ce que ça répond à ta question? Parce que là, je t'ai fait les réponses de politicien. Non, mais c'est... Non, mais ça me va. Dans tous les cas, ce qui est intéressant là dans ta réponse, c'est que tu as semé plein de graines sur lesquelles moi je vais revenir de toute façon. Mais en termes de base, c'était nickel. Et en dehors, en dehors du boulot, t'aimes faire quoi? Du basket. Je l'ai fait pendant 22 ans, jusqu'à une rupture du tendon d'Achille le 21 octobre 2023. C'est un jour que je voilà, c'était un jour assez particulier qui a été l'instigateur de plein de choses après dans la suite de ma carrière. J'en aurai peut-être l'occasion d'en parler après en fonction de ce que tu vas me dire. Donc du basket, j'aime beaucoup le foot également. Enfin, j'adore consommer du foot à l'été, regarder des résumés et tout. Enfin, toi et moi on a à peu près les mêmes
les mêmes habitudes de travail. Donc, à savoir, quand je bosse à fond sur un truc, il faut une vidéo à côté. Moi, c'est les vidéos de foot que je regarde. J'adore One Piece. Voilà. Donc, d'ailleurs, ceux qui sont en commentaire et qui aiment One Piece, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Et sachez juste que vous êtes des bonnes personnes aussi. Voilà. J'adore partager, j'adore transmettre. Franchement, j'aime tellement ça que même dans mon temps libre, je transmets. En fait, c'est dans un temps libre que j'ai pu écrire mon livre, Prospérer libre grâce au SEO. Voilà, donc c'était la petite pub déguisée. Et puis, qu'est-ce que j'ai bien à faire d'autre? J'aime bien passer du temps avec ma fille. J'aime bien. Et puis voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Vous voyez, cher viewer ou auditeur, qu'en 10 minutes de podcast, il a mis son livre, il a mis sa formation. S'il y a un feu qui se déclenche et je l'espère pas chez toi, là, t'as posé tout. Voilà. Achetez! Achetez! Voilà, bon, voici Bilker. Ah oui, ouais, et surtout, j'ai oublié de dire que j'ai aussi mon propre podcast qui s'appelle Biscar Podcast. Voilà, sur lequel j'invite des personnes autour du digital marketing et on parle de leur 20-80 pour avoir des résultats sur un point défini de l'épisode. Je mettrai bien évidemment tous les liens en description. Voilà, top 3 des meilleurs podcasts SEO de France. Voilà. Bilker, est-ce que tu as des rituels que tu fais le matin? C'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup. Des rituels en particulier ou plus globalement des habitudes qui te définissent aujourd'hui? Alors, tu veux la version parfaite qu'on lit dans tous les livres de développement personnel ou bien la version réelle? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui tu es. Ah, ok. Qui tu es vraiment. Sachant que, voilà, j'ai l'avantage d'être ta sœur aussi. Ouais. Pacte de non-agression. Non, voilà, quelles sont tes habitudes aujourd'hui et surtout le matin, voilà, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Écoute, le matin, quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est que je prie. Voilà, première chose que je fais, donc je me lève, je fais ce qu'il faut, je vais prier, je médite un petit peu. En fonction du temps que j'ai devant moi, je lis, j'écris un petit peu. Et puis après, à partir de là, je commence ma petite journée devant mon ordi, en train de siroter mon petit café et à faire le truc que je fais tous les matins, à savoir voir mon calendrier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, comment je vais agencer la journée et traiter les urgences urgences non, mais traiter en fait les sujets qui nécessitent du jus de cerveau, mais pas trop parce que c'est quand même le matin. Typiquement, comme type de tâche que je fais le matin, j'essaye de finaliser une offre, j'essaye de finaliser une recommandation, j'essaye de peaufiner un post LinkedIn que j'ai fait. Voilà. Donc du coup, c'est ce que je fais sur la première heure 30. Donc c'est-à-dire que, allez, j'essaie de me lever entre 6h30 et 7h. Donc une fois que j'ai prié et que j'ai fait tout ça, il est 7h30, 7h45. Et entre 7h45 et 9h15 à peu près, c'est là en fait où je fais un petit peu de travail de fond. Donc voilà, donc c'est là où commence ma première partie de ma journée. Puis après, entre 9h15 et 10h, je passe un petit peu de temps avec ma fille, on rigole, je cours derrière elle, elle court derrière moi, je l'amène à la crèche, et dès que je reviens, je fais ma deuxième partie de la matinée. Donc de 10h à 11h30 ou bien de 10h à midi. Donc ça dépend des jours. Donc là, je suis plus sur le travail de fond. Donc soit sur le travail de fond, ou bien soit sur un rendez-vous très important. En fait, j'évite de prendre des calls le matin. Mais je suis sur le travail de fond comme ça. Puis après, entre midi et 2, je vais à la salle de sport ou bien je vais à la piscine. Puis après, je reviens vers 14h, 14h30. Donc 14h, je prie. 14h30, je suis reparti. Sachant qu'entre 14h30 et 17h30, je termine mes journées vers 17h30, 18h. Là, je suis le moins productif. Et en fait, là, je fais des trucs qui sont moins urgents, mais qui nécessitent quand même un petit peu de temps de cerveau. Donc voilà. C'est dingue. J'allais dire à quel point on se ressemble, mais ça va sous le sens. Mais pareil, moi, ma productivité, à partir du moment où j'ai fait un gros repas à midi, ça commence à faire psiou. Ah ouais, mais... Je savais pas que toi, t'avais les mêmes... Enfin là, je découvre, pour le coup, et c'est vraiment pas une comédie. Je savais pas que t'étais pareil, du coup, en termes de... tu sais, quand je te dis, vas-y, viens, on se retrouve, on va aller bosser, je te dis jamais ça le matin. Tu vois, je te dis toujours ça l'après-midi, parce que à ce moment-là, je sais que je suis pas productif, j'ai besoin de rigoler un petit coup. Et puis voilà. Je comprends mieux. Quel est le dernier truc qui t'a fait rire, mais genre vraiment rire? Il y a 2 secondes et demie.
Quel est Non, le ça ton compte de pas? table? Je parle pas d'un rire commercial, hein, je parle d'un vrai rire qui vient du fond du cœur. Moi, rire du fond du cœur. Toi aussi, là, t'en poses des questions, hein. Oh. Écoute. Non, moi, ce qui me fait rire, c'est ma fille, c'est de voir ma fille grandir, évoluer et surtout de la voir reprendre mes expressions. Hmm. Parfois, en fait, parfois, voilà, c'est bon, j'ai le souvenir. Parfois, en fait, quand je suis fatigué, je reprends en fait un mème du web d'un gars, d'un cassos qui dit, comment dire, d'un cassos qui dit, oh là là, je suis fatigué, wallah, je suis fatigué. Donc, du coup, moi, donc du coup, en fait, bah moi, de temps en temps, je dis ça. Et ma fille, comme c'est une éponge et qu'elle enregistre tout, bon, là, elle va sur ses 3 ans. Comme c'est une éponge, elle enregistre tout. Parfois, elle me voit, je suis KO. Elle me dit, tu es fatigué, voilà, papa? Donc ça, plus toutes mes petites mini-expressions et tout, enfin, c'est une éponge qui grandit à une vitesse folle. Et puis voilà, bon, bah de toute façon, enfin toi tu connais ta nièce aussi, comment dire, bah mais tu vois à quel point elle est vive. Mais c'est marrant de voir un mini moi en train de se construire, en train de reprendre toutes mes conneries aussi. Voilà. Je confirme, j'ai vu ma nièce ce week-end, ça devient presque grave. Mais non, ça va être une leader. Et dernière question, les questions basico-basiques, comme je te Hmm. disais. Qu'est-ce qui fait de toi une personne rare aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait de moi que je suis une personne rare? Bah écoute, moi je me suis toujours efforcé à faire des choses qui sont alignées par rapport à moi. Hmm. Tu vois? Ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est, enfin, toi et moi, on a grandi dans un milieu normal. Donc, à savoir, enfin, tu vas à l'école, voilà, tu fais des trucs, tu suis le process, tu vois. En fait, moi, pendant très longtemps, j'ai suivi le process. À un moment, je me suis dit, mais vas-y, fuck that shit, ce process, il est pas fait pour moi. Hmm. Et donc, du coup, j'ai commencé à lancer des trucs de mon côté. Mais en fait, avec le recul, je me rends compte que quand je reprends le fil de mon histoire, notamment quand j'ai commencé à découvrir Internet, j'ai toujours eu ces petites onces de rebelle en moi, tu vois. Donc, et en fait, quand je me suis lancé à mon compte, je me suis rendu compte à quel point c'était important pour moi d'être bien avec moi-même, de remplir mes besoins psychologiques en tant qu'être humain pour être performant d'un point de vue professionnel. Donc aujourd'hui, ce qui fait que je suis une personne rare, c'est que dans tout ce que je fais, dans toute ma communication, dans la manière dont je présente les choses, que ce soit en B2B, que ce soit en B2B, que ce soit en B2B ou bien en B2C, je fais toujours en sorte de d'abord m'alimenter, de d'abord être bien, et ensuite de pouvoir délivrer au mieux et de faire les choses selon mon style. Et donc du coup, ce qui fait que j'ai fait pas mal de choses jusqu'à présent selon mon style. Voilà, bah, le bouquin dont je vous ai parlé tout à l'heure là, il est blindé de fautes d'orthographe, mais c'est ok. Voilà. Bon, entre-temps, j'ai corrigé, hein, mais voilà. Mais en fait, ça m'a pas empêché, ça m'a pas empêché d'être best-seller Amazon. Le podcast SEO que j'anime, au début, tout le monde m'a dit, Bilkar, tu déconnes trop dans le milieu du SEO qui est trop sérieux. Moi, je fais, ah ok, d'accord. On va continuer à déconner alors. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde me reconnaît comment dire, de par le ton que j'ai mis derrière. Et cette unité m'a permis d'avoir et les clients B2C, donc via mon programme de formation, et les clients B2B que j'accompagne aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Le fait qu'un jour j'ai décidé de me dire, vas-y, je trace ma route sous l'eau dans mon coin. Bah, aujourd'hui, j'accompagne des personnes, que ce soit en B2B ou bien en B2C, qui se reconnaissent en fait dans ce message. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui je suis une personne rare, voilà, pour reprendre un petit peu ton thème, bah, c'est qu'en fait, j'ai pas besoin de la validation des autres pour faire. J'ai juste besoin d'une validation, c'est de la mienne. Hmm. Une fois que je me suis auto-validé, bah là, je ne demande pas l'avis aux autres. Voilà, bah je fais les choses. Bah il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Il y en a qui me follow, bah il y en a qui me follow, et c'est très bien comme ça. Et à partir de là, je trace ma route et je vais travailler avec des personnes qui sont alignées par rapport à ça. Et une fois qu'on a tout ça, paf, ça fait des chocs à pic, comme dirait l'autre.
Et justement, enfin, tu as commencé à en parler un petit peu de notre, forcément, bon, je me permets de dire notre, forcément, dans ce cas de figure-là, mais notre environnement familial et aussi notre écosystème de valeurs aujourd'hui. Selon toi, quelle a été la chose qui a fait en sorte de te dire que, voilà, moi, mon capital familial et mon capital valeur, je sais que dans tous les cas, quoi que je fasse, il va influencer ma manière de voir le business aujourd'hui. Mhm. Qu'est-ce qui a fait ce déclic-là? Est-ce que tu as une expérience, un truc fait que En tu t'es fait, dit, ça n'a jamais été un déclic parce que j'ai toujours fait les choses de manière naturelle. Tu hmm, vois, j'ai toujours, voilà, nous, nos parents, ils nous ont appris à être respectueux vis-à-vis des autres. Ils nous ont appris en fait comment dire, à donner le meilleur vis-à-vis, donc vis-à-vis des autres. Ils nous ont appris toujours à donner le meilleur de nous-mêmes. Et surtout, ils nous ont appris à être respectueux et à être poli. Voilà. true, Euh, true. et en fait, ça n'a jamais. Enfin, pour moi, en fait, ça doit être la base que tout être humain doit avoir. Donc en fait, moi j'ai grandi comme ça en fait, tu vois. J'ai grandi en fait genre quand j'ai des rendez-vous, je ne coupe pas la parole, j'écoute d'abord les gens, tu vois, avant de répondre quelque chose, tu vois. Avant de proposer quelque chose, tu vois. Donc avant de balancer un tarif, j'écoute d'abord, j'essaie de comprendre, j'essaie d'analyser. Quand j'arrive, quand j'arrive quelque part, bonjour, merci, nana, s'intéresser aux autres, tu vois. Mais des trucs, enfin, pour moi encore une fois, ça n'a jamais été un déclic. Pour moi, c'était la base en fait parce que j'étais éduqué comme ça. Hmm. Mais plus j'avance en tant que professionnel, et plus je me rends compte en fait que c'est pas la base en fait. Tu vois, tu vois, en fait bah, c'est pas la base ce n'est pas la base et bah, chez plein de personnes. En fait, plus ça allait et plus ça devenait ma force. Tu vois. Bah, toi aussi d'ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que toi et moi, on a la même maman, et toi et moi, en fait, on sait que notre maman, en fait, elle adore taquiner les gens. Pas qu'à elle, hein. Tu vois. Elle adore, tu vois, mettre des petites piques comme ça. Tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai. En fait, ça, c'est un truc dont j'ai hérité. J'aime bien en fait créer de temps en temps des malaises, mais des malaises sympas. Tu vois. Des malaises genre. On rigole, mais ça va. Genre, voilà. Genre, je ne vais pas t'afficher, mais je vais te dire un petit truc où tu seras pas trop à l'aise, mais ça va. Tu vois. Et ça, c'est. En fait, je l'ai vu avec le temps derrière. C'est un gros icebreaker. Tu vois. Typiquement, tu vois, là, il y a 2 jours, j'ai eu un rendez-vous avec un prospect. C'était le premier call qu'on avait fait. Le gars, on arrive et tout. On arrive pendant le call. Et en fait, il avait une chemise bleue. Moi, j'ai dit, t'as mis une chemise bleue parce que mon branding, c'est du bleu. Tu vois, on sait tous les deux que c'est faux. On sait tous les deux que c'est... En fait, c'est pas prévu ni rien, mais ça détend l'atmosphère. Et après, à partir de là, bah, tu commences les échanges et tout. Et franchement, rien que comment dire, bah, en fait, bah, rien qu'en enlevant ça, ton échange sera beaucoup plus fluide. Même si à la fin, ça ne débouche pas sur une collaboration, et bah, en fait, la personne, elle va se rappeler de toi. Tu vois. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Et le gros exemple, en fait, à chaque fois que je donne, c'est sur un appel d'offres sur lequel j'étais en 2019. Donc à l'époque, j'étais jeune freelance et en face de moi, il y avait des agences établies. C'est moi qui gagne l'appel d'offres. Et quand j'ai demandé en fait au client, mais pourquoi tu m'as choisi moi? Il m'a dit, bah je sais pas, j'aime bien ta personnalité, j'aime bien en fait la manière dont tu vois les choses. Et surtout, quand tu as présenté ton offre, on sentait que c'était un être humain qui discutait avec un autre être humain. Tu m'as pas fait un déballage commercial. Moi je fais, ah, mais en fait mes parents étaient des gros business coach en fait, je savais pas. Donc voilà. I got you. Je connais, je connais. Est-ce qu'on valide avec validation? Je valide, je valide. Bah, j'ai pas le choix, hein. De toute façon, enfin, là, je peux pas. Si je dis non, c'est papa et maman qui vont me taper sur les doigts, hein. Très bien. Et justement, je vais rentrer dans un sujet et n'hésite pas à prendre ton temps pour répondre, ce qui est un gros Mhm. sujet. Alors, il faut savoir pour ceux qui nous écoutent, forcément, de même père, de même mère, Bilker et moi-même. Bilker est le troisième de la famille, moi je suis la quatrième. Nous sommes 5 enfants. Et il y a toujours eu l'alternance garçon-fille, garçon-fille, garçon en finissant par mon petit frère. Si je fais un résumé classique, mon plus grand frère, voilà, il est rentré dans les clous de ce qu'on attend, hein, une formation, le diplôme, un CDI. Ma sœur, pareil, le diplôme, formation, CDI. Mon frère, Bilker, du coup, il a commencé à faire ça.
diplôme, formation, CDI. Et là, il y a eu une espèce de scission qui s'est fait, où lui, il a commencé à faire, entre guillemets, voilà, il a commencé à beaucoup expérimenter après qu'il soit sorti du côté CDI. Et bah, moi, j'ai pris la mouche aussi. Et mon petit frère, qui est encore en études, je pense qu'il va rejoindre aussi cette team-là. Est-ce que ça a été dur pour toi? Parce que moi, ça coulait de source le fait que je me mette dans mon compte, etc. Mais c'est parce que toi, tu avais fait des travaux avant. Bah ouais, j'ai pris les balles pour toi, ouais. Mais comment justement ta transition entre le parcours classique que mes parents et tes parents aussi ont voulu pour nous et le côté entrepreneuriat et prise de risque, forcément, parce que entrepreneuriat et prise de risque, c'est des synonymes. Comment toi, tu l'as vécu dans la sphère familiale, dans la sphère, dans notre sphère à nous? Moi, je me rappelle, le jour où j'ai décidé de démissionner, j'ai démissionné la veille d'un voyage au Sénégal. La veille ou l'avant-veille, je sais plus, mais bon, en tout cas, très peu de temps avant. Et rappelle-toi, en fait, on était partis ensemble. Et en fait, mes parents étaient déjà sur place au Sénégal. Moi, j'étais en France, je démissionne, puis après, je pars en vacances. Et quand on venait d'arriver à Dakar, t'as mon père qui vient me chercher. Mon père me dit, ouais, comment ça va, le travail et tout, comment ça se passe? Moi, je fais, ouais, bah écoute, ça se passe, j'ai démissionné. Là, je me rappelle, mon père, il m'a regardé en mode, t'es sérieux? Moi, je fais, ouais. Après, il me dit, t'es sérieux, sérieux? Moi, je fais, ouais, ouais. Après, il m'a dit, Bill, ça, c'est pas des décisions à prendre à la légère, tu aurais dû en parler à ton père avant. Et moi, je me suis dit, heureusement que je ne l'ai pas dit avant. Parce que sinon, il m'aurait dit, non, fais pas ça. Donc, du coup, pourquoi je commence avec cette anecdote? Et bah, tout simplement, comme tu l'as dit, j'ai un peu rompu une tradition. Et j'ai un peu rompu en fait la vision que les parents voulaient que mes parents voulaient de leurs enfants. On a grandi ensemble, tu sais par où nos parents sont passés, tu connais les sacrifices qu'ils ont fait pour venir en France et nous offrir le meilleur et tout, tu le sais. Et en fait, pour eux, la voie, le salut se trouvait dans le fait qu'on fasse des études, on ait un bon job bien payé, on achète la maison, on a nos enfants, enfin on se marie, on a les enfants et on fait comme ça jusqu'à la mort. Pour eux, c'était ça. Parce qu'en fait, eux, ils ont galéré pour que nous, on ait ça. Tu vois? Donc, le grand, il a suivi le chemin. Très bien. Bravo, t'es un bon fils. La grande, elle a suivi le chemin. Bien. Bravo. T'es une bonne fille. En plus de ça, tu es la première femme de la famille à faire ça. Bravo. Moi, je suis arrivé, j'ai commencé à suivre le chemin. Je me suis dit, c'est ça qui m'attend pendant 40 ans? Moi, j'ai fait... Salam, ciao. Moi, je me casse. Je vais tracer ma voie. Donc, ouais, non, en fait, j'avais beaucoup de peur. Il y avait vraiment énormément de peur. Parce que c'était pas ce qu'on m'a vendu. Sachant que quand je me suis lancé, j'avais 28 ans. C'est pas ce qu'on m'avait vendu les 20 dernières années. Enfin, les 20 années d'avant. On m'a toujours vendu le fait que je devais faire des bonnes études, avoir un bon job et tout, pour être bien, avoir une bonne situation. Donc, oui. En soi, j'ai challengé tout un système de pensée qu'on m'a mis dans la tête depuis que j'étais tout petit. Ensuite, quand je me suis lancé, comme j'étais seul à la maison et que je pouvais pas avoir de conseils, les seuls conseils que je pouvais avoir, c'était mon père qui me disait, moi aussi j'étais indépendant, mais par contre moi j'ai pris cher. Je me suis dit, ok, du coup toi je viens de me demander. En fait, j'ai essayé de créer une voie qui n'existait pas, en tout cas dans le cercle familial qui n'existait pas. J'ai essayé de créer ma voie. Je me suis beaucoup cassé la gueule dans cette voie. Voilà, qu'on se le dise. On a vécu ensemble pendant longtemps, Kanye, donc du coup, t'as vu mes phases de down et t'as vu mes phases de up, tu vois. Mais au final, franchement, aucun regret. Aucun regret. Donc voilà. Est-ce que je réponds à la question ou bien est-ce que je parte un petit peu loin? Mais t'as fini ta réponse? Ouais, je crois que j'ai fini. C'est très bien. Ok, nickel. J'ai fini. J'ai fini. Non, c'est très bien, c'est parfait. Et justement, comment tu as développé ta vision de l'entrepreneuriat? Parce qu'au final, c'est des concours de circonstances qui fait que dans ta première boîte, tu as vu des choses qui t'allaient, des choses qui ne t'allaient pas, donc tu es parti. Ensuite, tu as cherché peut-être quelque chose dans ta deuxième boîte, tu l'as trouvé ou pas.
Mhm. Ensuite, tu t'es lancé effectivement, et c'est là où tu as voulu chercher peut-être les choses que tu ne trouvais pas dans un cadre très salariat, Mhm. CDI, etc. Euh, Comment tu as développé ta vision de l'entrepreneuriat entre le début et aujourd'hui, où tu as eu quelques années qui sont passées Ok. mine de rien. Bah, déjà, l'identité d'entrepreneur, j'ai mis 5 ans avant de l'accepter. J'ai mis 5 ans avant d'accepter que je suis un entrepreneur. Tu vois? Genre que je ne suis pas un freelance ou bien pas un consultant indépendant, je suis un entrepreneur. J'ai mis 5 ans à accepter ça. Un entrepreneur, c'est quoi? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée pour les autres. C'est quelqu'un qui apporte de la valeur pour les autres. Selon une vision, selon une carte du monde, selon comment dire, donc selon les conventions globales, un entrepreneur c'est celui qui explore quelque chose de nouveau que personne n'avait fait avant, tu Mm. vois. Et ça fait, enfin, j'ai mis du temps à l'accepter, tu vois. Ça c'est le premier point. Le second point, je vais juste revenir sur ce que je disais avant. Tu sais, je t'avais dit donc en début d'épisode, je disais en fait moi pour être bien, il faut d'abord que je me nourrisse avant de nourrir les autres. Et ce qui a fait en fait que j'ai démissionné et me mettre à mon compte, parce qu'en fait de base je ne voulais pas démissionner. Mais ce qui a fait que j'ai démissionné, c'est que j'avais un client avec qui ça se passait très bien. Ça se passait très 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 bien. Ça se passait tellement bien que d'une année sur l'autre, on a fait x2 sur son budget d'investissement. Et là, pour le coup, on parle de somme à 6 chiffres. Tu vois. Donc ça se passait très bien, sauf qu'en fait, ça se passait bien parce que je faisais les choses selon mon style. Tu vois. Je faisais les choses selon Bill Cardiacaté et pas selon la boîte dans laquelle je bossais. Exemple, je vais en mission chez eux. Avant de commencer à bosser, je vais rigoler avec tout le monde, déjà. Voilà, un petit mot pour tout le monde. Et quand je reviens dans l'entreprise qui m'avait envoyé là-bas, et ben je disais, bah nous, chez nos clients, on a fait ça. Un jour, j'étais convoqué par, par mon boss. Il m'a dit, Bilker, on n'aime pas trop la manière dont tu fais trop les choses selon toi et pas selon l'esprit de la boîte. Et pire, on m'a dit, on te met un avertissement. Et pire encore, quand j'avais fait x2 sur le chiffre d'affaires, on m'a dit, cette année, tu vas pas être augmenté. En soi, l'augmentation, je m'en foutais. Parce que j'étais déjà bien payé et tout, tu vois. Mais c'était ce manque de reconnaissance parce que j'ai voulu être moi. Kanye, à ce moment-là, j'ai littéralement pété un câble. Mais pas en mode ah, vous êtes méchant ah. Pas en mode ça. Mais en mode, je suis rentré chez moi, j'ai fait 2 nuits blanches d'affilée à repenser à ça. Je suis tombé malade. Tu vois. Mon corps me disait, mais non, c'est pas ça. Tu vois. Et ça me travaillait encore et encore et encore et encore. Et au bout de 2 mois, je me suis dit, bah en fait, non, moi, je peux pas vivre une vie comme ça. Mm. Et quand cette expérience-là est apparue, ça m'a ouvert les yeux chez d'autres personnes, chez d'autres collègues dans cette boîte, qui voulaient faire selon leur style, mais qui ne s'autorisaient pas à le faire parce qu'on les a mis dans un carcan et eux, ils avaient accepté le carcan. Tu vois. Sauf qu'en fait, moi, mon corps l'avait pas accepté. Tu vois. Donc petit à petit, en fait, je me suis dit, vas-y, bah, on y va. Et en fait, avec le recul, tu vois, en fait, je t'ai dit, ça fait 5 ans. Comment dire. En fait, je t'ai dit que j'ai mis 5 ans à accepter le fait que je suis entrepreneur. Mais avec le recul, je me suis rendu compte que cette expérience-là, c'était mon première expérience en tant qu'entrepreneur parce que j'ai apporté quelque chose de nouveau dans mon business. J'ai montré que je pouvais avoir des résultats en étant solo. Là où personne n'avait exploré ce truc-là avant. Tu vois. Et après, en fait, ce truc-là, je l'ai pris, je l'ai affiné et j'ai créé d'autres choses. Tu vois, j'ai créé mon podcast, tu vois, enfin, tu vois, donc j'en parlais tout à l'heure, où je rigole avec tout le monde et tout, tu vois, où j'ai un concept assez unique dans mon game. Et aujourd'hui, je suis convaincu que personne ne peut faire ce que je fais, tu vois. J'ai créé un programme de formation qui est unique sur le marché, tu vois. J'ai une méthode d'accompagnement qui est unique sur le marché. Pourquoi? Parce que j'explore des choses que les autres n'ont pas osé faire et qui me ressemblent. Tu vois. J'ai fini. Il faut que je bosse sur mes chutes, parce que là c'est chaud. De dire j'ai fini à chaque fois. Sachant que juste pour un tout petit peu recontextualiser pour les personnes qui écoutent ou qui regardent ça, nous on touche du bois et merci papa maman, on a vraiment une santé de fer dans la famille, on tombe très rarement malade. Quand Bilker vous dit, et lui en particulier, quand il tombe malade, On fait c'est pas semblant. vraiment qu'il s'est passé quelque chose dans son environnement qui l'a fait tomber malade. Mm. Juste, voilà, pour recontextualiser un petit peu. Ah ouais, bah t'as bien fait d'avoir ajouté ça, ouais. Parce que Ouais, j'étais vraiment tombé vraiment bien malade, hein. ouais, je m'en rappelle, c'est vrai que Mm. on touche du bois, c'est vrai que nous les grips, ça nous épargne pour le moment. Pour le moment. Quel a été, par rapport à tout ça, ton plus grand défi personnel dans ton parcours? Je pense avoir une idée, mais je préférais que tu le dises. Mon, Et, mon plus grand défi personnel, oui.
Bah, en fait, c'est toujours mon défi actuel à moi, c'est d'être en accord et d'être en amour avec moi-même. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Des frissons. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est accepter un pacte invisible qui nous dit que tu te lances, mais il n'y a rien qui est garanti. Mais que dalle! Là où tu es salarié, tu peux te dire, ok, bah là, je vais toucher mes 3 000 € par mois jusqu'à la fin de l'année, là, je vais faire mes vacances, moi, je vais faire ci, là, je vais faire ça. Quand tu es entrepreneur, si tu as une vision sur au moins 6 mois, c'est mieux que, c'est mieux que 99% du marché. C'est clair. Tu vois? Si tu as une vision à 3 mois, c'est déjà très bien. Tu vois? Et moi, en tant qu'entrepreneur, le truc que j'ai vraiment travaillé et qui est toujours un défi aujourd'hui, c'est euh, avoir foi en mes capacités, avoir foi en moi, avoir foi en Dieu, parce que toi-même tu sais que je suis très croyant, et avancer même si j'ai peur. Parce que là, je suis en mode, oui, j'ai créé ci, j'ai créé un podcast, j'ai créé un livre, je suis sur des podcasts, ouais, c'est bien, c'est beau. Ça, c'est la face émergée de l'iceberg. Mais la face immergée, c'est un gars qui a peur, au final. Mais cette peur, elle est irrationnelle. Parce que cette peur, on est comme ça, nous, êtres humains. On n'aime pas, en fait, on n'aime pas avancer dans des trucs qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas. Et c'est normal. Voilà, c'est dans nos gènes. C'est dans nos gènes. On a été construit comme ça. Et moi, j'essaie de lutter tous les jours contre ça, mais pas en mode lutte interne avec du sang et tout, mais genre écoute, de me dire pourquoi je flippe en fait. Et quand on est dans cette optique d'écoute vis-à-vis de soi-même et qu'on passe à l'action dans plein de choses, on se rend compte en fait que cette peur, c'est juste en fait un mécanisme de protection qui a raison d'exister, mais qui doit rester à sa place. Si ça te prend tout en ensemble, tu vas rien faire. Tu vas flipper, tu vas galérer et tu risques de prendre de très mauvaises décisions. J'ai déjà eu la peur qui m'a englobé. Et j'ai pris de très mauvaises décisions. Mais la peur n'est pas du tout un bon capitaine. Et en fait, bah moi, le truc sur lequel je travaille tous les jours, jusqu'à présent encore, c'est me dire, ok, j'ai ça, j'ai cette peur, mais en même temps, j'ai cette vision, mais en même temps, je suis Bilker, je sais faire ça. On avance avec grande confiance. Et bien entendu, dans la matière, donc du coup dans la vie de tous les jours et tout, je prends, je prends un maximum de précautions. Par exemple, moi ce que je dis aux entrepreneurs que je forme et ce que je dis à mes clients également, c'est d'avoir au minimum 6 mois de trésor pro et perso devant soi. Parce que quand on est entrepreneur, on ne sait jamais de quoi la vie est faite demain. Donc d'avoir au minimum 6 mois de trésor, parce qu'en 6 mois, si tu es entrepreneur, tu auras largement le temps de te retourner. Tu vois? Donc ça, c'est les choses que je contrôle, mais après, le reste... Et moi, c'est ça. En fait, ça fait flipper, mais moi, je trouve ça excitant. Et je pense que c'est ce que je chiffre aussi dans ce que je fais en fait. J'espère que ta fille trouve ça tout aussi passionnant que toi de se dire ah, peut-être que j'aurai pas les mêmes compotes le mois prochain. Ah bah écoute, elle réclame et moi je suis obligé de donner derrière. Donc Bon, bah, la pression est de ton côté alors. voilà, donc du coup voici mon pourquoi. Alors Bilka, pourquoi tu fais des choses pour acheter des compotes à ma fille? C'est très bien. C'est très bien. Et justement, en fait, c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où bah, là, tu as eu ton parcours, tu t'es beaucoup diversifié entre le moment où tu étais en CDI et maintenant. Avant, tu faisais uniquement du SEO, maintenant, bah, tu fais du SEO, tu es conférencier, tu as ton podcast, tu vas aller en Pologne dans pas longtemps, si je dis pas Ouais, de c'est ça, dans 2-3 semaines, là, où on retourne. Voilà. Peut-être que l'épisode sortira après, mais c'est pas très grave. Je mettrai les informations en Ouais. description. Voilà, tu t'es beaucoup diversifié, mais t'as quand Apprenti même aventurier aussi, t'as oublié. écrivain, best-seller, je peux tout mettre, mais bon. Voilà. Mais t'as quand même gardé le SEO et je trouve ça intéressant parce que bah, moi j'ai un parcours entrepreneurial pas comme le tien forcément, mais aussi au vu de mon activité. Mais par contre, j'ai délaissé des choses sur le chemin. C'est que j'ai été traffic manager, bah, je ne le suis plus, même si je peux toujours faire des campagnes payantes, mais c'est pas là où j'excelle. Je suis devenue data scientist, c'est une compétence parmi tant d'autres. Maintenant, je reste dans le growth marketing. Forcément, j'ai mon podcast, je suis enseignante aussi. Voilà, mais il y a des choses, si tu veux, dans le chemin que j'ai délaissées, mais en gardant ma sensibilité marketing. Mais toi, au final, par rapport à tout ce que tu fais,
aujourd'hui, tu as quand même gardé le SEO alors que, bah, comme tu as dit, tu t'es un peu libéré de certaines chaînes Mhm. lorsque tu étais en CDI. Mhm. Pourquoi le SEO, tu as quand même voulu le garder et en faire bah, aujourd'hui une partie de ton business? Bah écoute, je vais te donner une réponse courte, simple, sincère, qui vient au plus profond de mon cœur. Parce que pour moi, les SEO, c'est le levier numéro un pour bâtir ta liberté personnelle. Ok, et sinon? Non, 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 en fait, concrètement, qu'est-ce que je vais mettre derrière? C'est que le SEO, le SEO, en fait, c'est un canal qui est important, mais que tout le monde délaisse, mais que tout le monde sait qu'il faut bosser dessus. Tu vois? Mais en même temps, les gens ils disent, mais là j'ai de l'argent, je préfère le mettre dans le SEA pour avoir des résultats rapides. Et donc, du coup, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah écoute, en fait, tout le monde a besoin de ce canal. Moi, j'ai une compétence qui est rare, qui est demandée sur le marché. De plus en plus, avec toutes les startups et tout qui pop, cette compétence, elle est demandée. J'ai une autre idée en tête qui vient de m'échapper, mais c'est pas grave, je vais la rattraper. Et, oui, voilà, donc j'ai eu un gros background aussi. Pour moi, ça aurait été dommage de tout laisser tomber et de me dire, vas-y, je vais aller vivre la vida loca et ça va être cool. Donc, partons de tout ça, et comme aussi j'aime bien faire du SEO, partons de ça, je me suis dit, vas-y, comme j'ai cette grosse force en moi, et ben, je vais la prendre, et au niveau de ma carrière, ça va être la base de tout ce que je vais créer en tant qu'entrepreneur. Hmm. Et comment justement ton approche du SEO, elle a évolué entre bah, le Bill Care qui rentre dans PCase maintenant et Search for Site à l'ancienne, Mhm. et bah, aujourd'hui bah, Bill Care, Mhm. écrivain, best-seller, on va pas refaire la liste. Comment cette approche-là, elle a évolué? Bah, en fait, l'approche au tout début de ma carrière, c'était je fais du référencement pour être numéro un sur Google sur les mots-clés que je cible. Mhm. Classique, tu vois, c'est ce qu'on nous vend. Mais maintenant, j'ai plus une approche de le SEO est un levier qui va me permettre de générer le business que je veux. C'est complètement différent. Et même dans ton approche de tous les jours, ce serait différent. Et c'est ça en fait que je veux transmettre dans le SEO Pareto, donc qui est mon programme de formation. En gros, pour faire simple, avant, je fais une étude de mots-clés, je vais prendre les mots-clés sur lesquels il y a le plus de volume de recherche, et j'essaie d'être numéro un dessus. Hmm. Tu vois, pour avoir de belles courbes qui montent et tout, tu vois. Maintenant, je me dis, ok, les gens ils cherchent des trucs sur le web, mais où est-ce qu'ils vont chercher des trucs sur le web? Quel est le premier touchpoint sur lequel je devrais, quel est le premier touchpoint sur lequel je devrais le plus bosser, sur lequel je devrais le plus mettre mes efforts? Et même quand je fais du SEO, quelles sont les choses que je dois faire pour avoir des résultats business les plus rapides possibles? Je ne parle pas de position, hein, je parle de business. Tu vois? Et cette vision business, je l'ai développée quand moi-même je suis devenu businessman. Hmm. Tu vois? Je me mets à la place de mes clients. Donc quand j'ai lancé mes trucs, je suis mis à la place de mes clients. J'ai un budget ou bien j'en ai pas. J'ai pas envie qu'un gars me sorte des termes ultra techniques et me dise ouais regarde tes problèmes sur Google, mais qui derrière bah, me rapporte zéro résultat. Et donc du coup moi par rapport à ça j'ai revu un petit peu tout ça. Je me suis dit mais en fait comment concrètement comment le SEO peut m'aider à m'amener du business. Donc du coup c'est à dire que moi aujourd'hui quand je vais faire des prestations pour des clients, je me présente plus comme consultant SEO, je me présente comme consultant organique. Tu vois? Et je me dis comment on peut faire du business ensemble. Donc concrètement, tu vois, je vais prendre un site qui va faire du B2C. Je regarde tout ce qu'il a mis en place de manière organique et je vais voir quels sont les leviers business. Et si ça se trouve, c'est peut-être pas le SEO par où on va commencer. Tu vois? Ça se trouve, pour avoir des résultats sur le mois 1, tu vois, donc ça peut être, je sais pas, donc multiplier les leads, je sais pas, donc avoir plus de mails, je sais pas trop. Et ben, je vais me dire, ok, ça, on va réussir à le faire avec le SEO, mais dès à présent, on peut aller voir sur ton site les pages qui font le plus de visites. On va faire en sorte qu'elles aient plus de visites. Tu vois? Donc, au lieu de me dire, ouais, je vais aller chercher d'autres mots-clés, ensemble, on va aller défendre les positions que tu as déjà aujourd'hui, voire choper plus. Parce que, comme tu sais, sur Google, entre la position 1 et la position 3, tu peux avoir quelque chose comme moins 70% de clics. Je vais essayer de défendre ces positions-là qui font du business. Le Hmm. reste, je m'en fous. Ok, bah, le client, elle a ça. Et j'essaie de voir dans ce système qu'est-ce qu'il a d'autre. Est-ce qu'il a une newsletter? Est-ce qu'il a une base mail? Est-ce qu'il a un compte sur les réseaux sociaux? Pareil, là-dessus, je vais voir qu'est-ce qui aujourd'hui fonctionne chez lui et sur lesquels on peut appuyer pour aller chercher encore plus de business. En attendant de construire quelque chose de beaucoup plus pérenne dans le temps. Je reviens sur le SEO.
Le SEO, quand tu le bosses très bien, c'est un formidable levier d'acquisition naturelle avec le temps qui va être exponentiel. Sauf qu'en fait, ça prend du temps. Et toi qui as bossé dans les startups, tu sais que le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on a. Tu vois, et que parfois, ils n'ont pas le temps. Et que parfois, ils se disent, vas-y, le SEO, je vais laisser tomber, je vais faire autre chose parce que là, j'ai besoin de résultats maintenant. Sinon, mes investisseurs, ils ne vont pas suivre. En fait, en faisant ça, ils vont tomber dans un piège où le serpent se mord la queue. Tu vois, pour avancer, pour avoir des résultats, il faut qu'ils mettent en pub. Donc, du coup, mais pour le coup, s'ils n'ont plus d'argent pour mettre dans la pub, ils n'ont pas de résultats. C'est horrible. Moi, j'ai une approche où je me dis, le SEO, c'est hyper important. C'est le truc le plus important du web. Parce que quand tu comprends le SEO, tu comprends tout le web. Tu vois, quand tu comprends le SEO, tu comprends le UX. Quand tu comprends le SEO, tu comprends, tu comprends l'email marketing. Quand tu comprends le SEO, tu comprends comment fonctionne YouTube, etc., etc. Tu vois, c'est le truc le plus important du web sur lequel toutes les boîtes doivent être. Mais par contre, pour montrer à mes clients que les résultats, c'est maintenant, on va peut-être pas travailler sur ces canaux-là. Ou bien, si on travaille sur ces canaux, on va travailler sur ceux qui vont t'amener des résultats à court terme. En attendant de bosser le moyen et le long terme. Hey, avant de continuer l'épisode, laisse-moi te dire qu'il est en partenariat avec Maria Schools. Tu sais, lorsque je me suis lancée dans le growth marketing, c'était pas spécialement simple et j'ai dû apprendre beaucoup de choses par moi-même. Et clairement, parfois, c'était vachement galère. J'ai fait beaucoup de tests, j'ai fait des choses, j'ai testé, je me suis cassé la figure, mais maintenant, tu sais, ça fait partie de la méthodologie growth marketing. Et c'est pas par hasard que je m'associe à Maria Schools et plus spécifiquement à l'école Lyon que je te recommande vivement. Pourquoi cette école? Parce qu'ils ont un bootcamp de feu de Dieu qui est le bootcamp Growth Marketing / Intelligence Artificielle, Growth / IA. Ce bootcamp-là, c'est exactement le bootcamp que j'aurais voulu avoir lorsque je me suis lancée en tant que Growth Marketer. Pendant 13 semaines, tu auras l'occasion de mêler le meilleur des deux mondes, à savoir le Growth Marketing et même le marketing au global et l'associer avec l'intelligence artificielle. Ce programme, il est costaud, il est très dense, on va pas se cacher, mais par contre, il est hyper bien pensé, dans le sens où tu vas commencer par connaître les fondamentaux du marketing, associer à ça le growth marketing et rajouter ce petit soupçon d'intelligence artificielle qu'on aime bien. Ensuite, tu plonges dans le vif du sujet, c'est-à-dire que tu vas apprendre à automatiser ta création de contenu, optimiser ta prospection via l'intelligence artificielle, fidéliser tes clients de manière personnalisée et même créer des visuels grâce à l'IA. Et je garde le meilleur pour la fin, c'est que si tu es très chanceux et si la formation t'intéresse, tu auras peut-être même l'occasion de m'avoir en tant que formatrice. Et crois-moi, je garde quelques pépites uniquement pour mes élèves. Vraiment, c'est cadeau. Ça fait maintenant beaucoup plus d'1 an que je collabore avec Maria School et ce que je préfère vraiment dans cette école vis-à-vis d'autres, c'est vraiment l'approche humaine. On parle vraiment avec des personnes au quotidien, que ce soit en groupe ou même avec moi, lorsque des personnes ont des questions, par exemple. Donc, bien évidemment, tu vas avoir de la théorie parce que ça reste une formation, mais tu ne vas pas avoir que du blabla théorique tout le temps. Tu vas vraiment avoir un côté mise en pratique pour pouvoir vraiment monter en compétences. Tu vas travailler sur de vrais cas en groupe et tu vas monter en compétences petit à petit de cette manière-là pour que toi, tu puisses mettre en place des stratégies concrètes et réelles dans ton entreprise ou dans ton business. Donc, en 3 mois, tu passes de « Ah, je galère à utiliser ces outils » à « J'utilise tel outil pour cet objectif business ». Et crois-moi, vu que maintenant l'IA est partout et ça bouscule pas mal de code côté marketing, c'est vraiment le moment de se former. Donc si tout ce que je viens de te dire te parle, je te mets tout ce qu'il faut savoir en description avec un lien si tu as envie d'en savoir plus. Je remercie une nouvelle fois Maria School pour cette collaboration et nous, on continue l'épisode. Et justement, par rapport à ce que tu viens de dire, en fait, c'est hyper intéressant dans le sens où des experts SEO, quand tu vas sur LinkedIn aujourd'hui, il y en a à l'appel. Ah oui. Là, je connais quelqu'un qui a été un de mes stagiaires à l'époque, qui a eu son diplôme il n'y a pas très très longtemps et aujourd'hui il se positionne comme expert SEO, voilà, une tête d'affiche entre guillemets. Mais selon toi, tu as commencé un peu à répondre à la question, mais c'est quoi les gros red flags justement quand on doit choisir son expert SEO pour se faire accompagner dans notre stratégie? Ouais. En fait, déjà, il faut partir de soi. Qu'est-ce que je veux en fait? Tu vois, qu'est-ce que je veux pour mon site? Qu'est-ce que je veux pour mon business? Parce qu'en fait, en fonction de tes objectifs, les profils que tu vas aller chercher seront différents. Tu as des sites, eux, ce qu'ils veulent, moi, ce que j'appelle, moi, j'appelle ça du flex. Ils veulent du flex. Ils veulent que lorsqu'on tape le nom de leur marque, ils soient bien là, bien présents. Et c'est OK. Tu en as d'autres qui sont là pour faire du business, donc avoir plus de leads, vendre plus de produits e-commerce, etc., etc. Donc déjà, pour moi, il faut faire le point avec soi-même. Qu'est-ce que je veux faire par rapport à mon business? Voilà. Une fois que j'ai fait ce point-là,
et que je cherche quelqu'un pour m'accompagner, je vais aller voir ses références. Pour qui tu as bossé? Quels sont les résultats que tu as eus pour les personnes avec qui tu as bossé? Quelle est ton approche du SEO? Et juste cette question-là, quelle est ton approche du SEO? Bien écouter le résultat qu'il va vous donner. Les experts SEO qui n'ont pas de vision business, ils vont dire ouais, bah moi je vais chercher les meilleurs mots-clés pour que tu sois, je vais chercher les meilleurs mots-clés pour que tu sois le plus haut possible dans Google. Ok, mais so what? Tu as d'autres personnes qui vont te dire moi je te garantis des numéros sur Google dans X, Y temps. C'est pour ça là, il faut les fuir comme la peste. Parce qu'on peut absolument rien garantir. En tout cas sur Google. Quand on fait du SEO. Donc ouais, donc juste en fait écouter comment il présente son métier, comment il présente la vision des choses et qu'est-ce qu'il peut t'apporter si jamais tu bosses avec lui. Il y a un truc en fait que les experts SEO n'assument pas. Moi-même je ne l'ai pas assumé pendant longtemps, mais maintenant je l'assume, mais à fond. C'est qu'on est là pour faire de la thune pour les gens qui nous appellent. On est là pour faire l'argent. On fait un métier de make money. Les puristes SEO ils disent ouais non moi je veux sentir la serpe, ouais mais en fait regarde le petit hack que j'ai mis, j'ai fait ce maillage interne là, maintenant je suis premier, je suis content. Ouais mais en fait si t'es premier et que ta page elle met 10 secondes à charger, mais c'est rien en fait frère. Enfin désolé hein, tu vois. Aujourd'hui je suis en P0 en... Ouais P0 hein. Tu vois. Et en fait la majeure partie des consultants SEO, des experts SEO, ce sont des geeks qui n'ont aucune notion du business. D'ailleurs, la plupart des formations SEO qui sont faites par des agences sont des formations pour t'apprendre à être un geek pour que tu produises. Alors que si toi, tu es là pour faire du business, si ton objectif c'est d'être plus visible pour après derrière faire du business, juste écoute ce que la personne a à te dire. Tu vois, comment elle sent les choses. Et moi, mon discours, c'est de dire, moi, je m'en fiche d'être au premier partout. Moi, je m'en fiche de te faire des courbes comme ça qui montent. Je peux le faire, mais je vais peut-être pas le faire. Moi, ce qui m'importe, c'est que tu aies du business. Et moi, par rapport à ça, mon approche, elle a hyper changé parce qu'avec l'évolution des plateformes, l'évolution de Google, donc les us et coutumes, etc., avec l'évolution de tout ça, le parcours utilisateur change. Là, de plus en plus, on dit le SEO est mort. Voilà, donc depuis que ChatGPT est arrivé, les parcours changent. Donc moi, j'ai plus une posture de me dire, ok, quel est ton environnement aujourd'hui? Organiquement. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et comment j'ai fait en sorte pour que tes prospects te voient le mieux possible en fonction de ce que tu as aujourd'hui? Donc en construisant la base. Concrètement, j'ai un client, il m'a appelé pour du SEO. Là, on est en train de bosser. Enfin, il m'a dit, Bicard, j'ai besoin de SEO. J'ai audité son business. Je lui ai dit, pour l'instant, tu n'as pas besoin de SEO. Pour l'instant, tu as besoin d'aller activer tes leviers numéro 1 pour aller choper plus de business et bosser sur les SEO dans un second temps. Tu as un autre client, il me dit, moi, je fais un petit peu de podcast, je fais un petit peu de création de contenu, je fais un petit peu de LinkedIn, je fais un petit peu de YouTube, mais j'ai pas de lien autour de ça. Du coup, je lui dis, mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, moi, je veux avoir plus de leads. Ok. Là où tu vas avoir plus de leads, ce sera sur YouTube. Donc, on va optimiser tes vidéos YouTube. On va optimiser ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Et tu vas tourner des vidéos avec ces mots-clés-là qui vont t'amener du lead dans un premier temps. Parce qu'aujourd'hui, le SEO sur YouTube est hyper simple par rapport au SEO sur Google. On va faire ça dans un premier temps. Et puis après, on va bosser sur tes articles et tout qui vont venir dans un second temps consolider ce que tu as fait. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que je vais un petit peu loin dans ma présentation. Mais le red flag, quand on doit choisir quelqu'un, c'est de se dire, ok, lui, en fait, quelle est sa vision des choses. Si vous parlez purement et simplement de trafic, pour moi, en tout cas, en 2025, ce n'est pas suffisant. Il faut parler de business maintenant. On a la même vision, mais pas le même métier. Non, mais bon, je pense que j'ai ma réponse dans tous les cas, mais je vois que ta vision, elle est très similaire à la mienne, dans le sens où dans le growth marketing, forcément, nous, on implique plein de canaux d'acquisition en plus du SEO, parce qu'il y en a 19 qui existent au total. Mais on va être en test and learn et comme tu aimes le dire, en 20-80 aussi, pour qu'on puisse avoir les meilleurs résultats. Et vis-à-vis de ça, c'est vrai que dans la sphère vraiment growth marketing, tu vas avoir des growths qui ont, par rapport à tous ces canaux et par rapport à la complexité du métier, tu vas avoir des growths techniques, des growths comme moi, où moi je suis stratège et business, des growths très contenus,
Mm. Et vraiment, au final, on a le même métier, mais on a vraiment nos verticales. Tu sens que c'est plus ou moins la même chose aussi dans le SEO? Enfin, si tu mets à côté le côté geek, comme tu disais avant. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bah, dans le SEO, tu as les consultants qui sont très techniques. Tu en as d'autres qui sont très mots-clés. Tu en as d'autres qui sont très netlinking. Tu en as d'autres qui sont très UX. Tu vois? Et forcément, bah, pareil, en fonction de là où tu veux aller, il faut choisir le profil qui est en adéquation avec ce que tu veux créer. Moi, typiquement, je n'ai aucun mal à dire à mes clients, là aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est peut-être faire une refonte technique. Il faudrait mieux que tu bosses soit avec un SEO plus technique, ou soit que je bosse avec toi, mais sur la partie strat, et que je fasse venir un gars technique. Mais toujours est-il que pour moi, la grosse valeur ajoutée, en tout cas des SEO aujourd'hui, c'est de voir le bon levier sur lequel travailler pour amener du business. Pour moi, en fait, cette question de business, elle doit être centrale. Et aujourd'hui, en fait, elle est beaucoup trop oubliée. Très bien, très très clair. Et si tu élargis ça à l'inbound marketing, on a parlé très SEO forcément parce que Mm. tu viens du monde du SEO maintenant. Aujourd'hui, tu proposes du SEO, mais comme tu as dit, tu es un businessman, tu as ta Mm. formation, entre autres, que tu vends. Et par rapport à ça, bah, tu as la vision du SEO pur, mais toi aussi, tu dois générer des leads, enfin vraiment Mhm. avoir une vision bah, comme les entreprises que tu assistes aujourd'hui pour que tu puisses faire tourner ta boîte, forcément. Mhm. Mais sauf que toi, tu as mis le côté valeur au centre dans ce que tu fais. Mhm. Comment tu définis justement le côté, bah, moi je vais attirer des leads, mais des leads de qualité et qui sont OK avec comment je fonctionne? Très très bonne question. I know. Euh, Et bah, je vais te redire un truc que j'ai dit tout à l'heure. En fait, tout part de toi au final. Quel type de client veux-tu avoir ou bien quel message tu veux transmettre? Mm. Et en fonction de ça, tu commences à construire des choses. Si je prends mon cas de figure, et d'ailleurs, bah ça, bon, là je te le dis en exclusivité mondiale, en direct, voilà, de ce que je vais dire lors de ma conférence en Pologne, donc au SEO Vibes en Pologne, en anglais. Euh, euh, voilà, en fait, j'ai commencé à dire ça, c'est bon, Ah je bah, vais il faut le dire l'excuser. maintenant, c'est ce que j'ai. C'était un très joli teasing, mais maintenant il faut le dire. Ouais, en fait, quand tu pars de zéro, en tout cas, voilà, enfin, voilà, c'est bon, enfin, moi je reprends mon activité là. Quand tu pars de zéro, parce que quand j'ai lancé mon programme, je partais de zéro, en face de moi, j'avais des gros concurrents. Quand tu pars de zéro, la première chose à développer, c'est pas le SEO. Parce que tu vas te faire défoncer. Mm. Tu vois, tu veux te positionner sur des mots-clés tels que formation SEO, tu vas te faire humilier. Vaudrait mieux que tu commences, pas sur ce canal-là, mais que tu commences sur les réseaux sociaux à parler de toi et de tes valeurs, de ton histoire, de comment tu vois les choses. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé en fait officieusement il y a 5 ans, mais officiellement il y a 2 ans, de manière plus sérieuse. J'ai commencé il y a 2 ans sur LinkedIn, où je faisais beaucoup de partage de mes connaissances et beaucoup de partage de mes valeurs. Je parlais beaucoup de liberté. Je parlais beaucoup de le SEO, ce qui m'a permis de faire. Je parlais beaucoup de ma vision du SEO, de ma vision du business et tout. Je parlais beaucoup de ça. Et petit à petit, j'ai commencé à me faire un nom. Voilà. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à avoir une audience avec ça. OK. Une fois que j'ai commencé à avoir mon audience, je commençais aussi à collecter une base mail. Et donc, en fait, dans la base mail, je prenais tout, hein. Là, pour le coup, je n'avais pas encore mon persona viable et tout, je prenais tout. Je prenais tout. Et après, je continuais à produire, je continuais. Et petit à petit, je commençais en fait à me créer un positionnement. Ah ouais, Bill Kerr, c'est le grand black qui fait du SEO et qui parle de business. Ouais, non, franchement, il est bien, lui. Tu vois? Donc, ça veut dire que dans la tête des gens, je commençais à être visible. Et puis après, j'ai commencé à marteler le nom loi de Pareto. Donc la loi de Pareto est une loi de productivité qui stipule que 20% de tes actions amènent 80% de résultats. Et tu vois, donc depuis tout à l'heure, enfin, tu t'en doutes, hein, enfin, à chaque fois, je disais, mais en fait, aussi, ça ne sert à rien de tout faire et tout. Il faut que tu prennes les 20% qui t'amènent 80%. Je parlais de ça, 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 encore et encore et encore. Ma newsletter, je l'ai appelée Pareto by Bill Kerr. Ma chaîne YouTube, elle s'appelle Bill Kerr Pareto. Je parlais, voilà, donc sur LinkedIn, je m'appelle le Pareto du SEO. Et maintenant, les gens, donc ils m'identifient comme Bill Kerr Pareto. Ouais, ah, Bill Kerr. Ouais, c'est le grand black avec un béret qui, ouais, comment dire, le Pareto du SEO, ouais, c'est lui. J'ai commencé à me constituer une audience comme ça. J'ai commencé à aller sur YouTube. Et petit à petit, les gens commençaient à me suivre en fonction de qui j'étais, en fonction de mes valeurs, en fonction de ce que je disais, parce que ce que je dis était nouveau dans mon domaine. Donc, tu commences à attirer des gens qui pensent à peu près comme toi, ou bien qui voulaient faire les choses, mais qui ne l'ont pas fait pour X, Y, Z raison.
Et c'est comme ça que j'ai créé ma base d'audience. Hmm. Et après, j'ai commencé à créer mes offres qui se vendaient, qui transformaient. Et après, derrière, tu vois, la boucle du growth, tu vois. Une fois que j'ai proposé l'offre, que ça vend, et ben, j'essaie en fait de transformer les personnes qui sont passées par chez moi, qui sont contentes, en ambassadeurs. Et eux-mêmes créent du contenu autour de moi. Après, tu vois, petit à petit, la bulle augmente. Et c'est quand j'ai fait tout ça que j'ai commencé à venir dans le SEO, parce que maintenant, en fait, Google, il va tenir en compte des signaux sociaux que tu envoies pour te positionner dans les SERP. Donc, du coup, comme je commence à avoir ces signaux-là, là, je suis venu sur le SEO, et là, je commençais en fait à grappiller des places petit à petit. Est-ce que tu peux juste définir les SERP pour les personnes? Ah, pardon, les SERP. SERP, ça veut dire Search Engine Result Page, c'est les pages de recherche sur Google. C'était la minute anglais. C'était la minute François Hollande. Be you! Be proud of you! Cet homme va faire une conférence en anglais en Pologne. Donc si je résume ce que tu as dit, c'est tu as créé une niche dans ta niche. C'est ça, une niche de niche. Une niche de niche. Voilà. Et après, en fait, c'est en créant cette niche-là que petit à petit, je peux ouvrir petit à petit parce que je commence à être en place dans ma niche. Et est-ce que justement, tu as parlé de signaux sociaux, est-ce que c'est dans cette approche-là que tu t'es dit, tiens, je vais écrire un livre? C'est dans cette optique-là? Tu sais, bon, je vais le redire, hein, encore une fois, tout part de toi. Oui, tout à fait. Ouais, encore une fois, tout part de toi. Et en fait, moi, je t'avouerais que un des trucs que je voulais faire dans ma vie avant de mourir, on sait jamais quand on peut mourir. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 35 ans, mais ça se trouve, là, je vais descendre, me casser la gueule dans les escaliers, voilà, plus Bill Kerr. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, mais en fait, j'ai toujours voulu laisser une trace dans l'humanité. Je me suis dit, le livre, ça peut être pas mal. Au tout début, en fait, quand j'ai commencé à écrire mon livre, j'ai pas cherché à faire le buzz ou quoi que ce soit. J'ai juste cherché à faire le bilan de ma vie. Je me rappelle, en fait, j'ai commencé à l'écrire il y a 2 ans. J'étais parti au Sénégal, j'étais en face de la mer. Donc il y avait ma femme et ma fille avec sa belle famille. Et moi, j'étais seul, en fait. Je me suis dit, j'ai rien à faire, je vais faire le bilan de ma vie. Ouais, c'est bien ça. Et en fait, j'ai commencé à écrire. En fait, en écrivant, je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai fait quand même pas mal de choses. Vas-y, viens, je vais publier. Et en fait, j'ai publié une V0, enfin une version bêta. Ça a hyper bien fonctionné. Je l'ai republié en version finale. Ça a hyper bien fonctionné. Et ça aussi, ça a participé à me faire une place dans mon game. Et puis voilà. Donc oui, effectivement, enfin, juste pour répondre à ta question, oui, le livre fait partie de faire grossir tes signaux sociaux. C'est pas indispensable. Moi, je voulais le faire parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de ce que je voulais faire. Mais c'est pas indispensable pour mettre en place une stratégie marketing globale. Et comment s'appelle ton livre déjà? Prospère et libre grâce au SEO, disponible sur Amazon. Voilà. Vraiment, il n'y avait pas de consigne du tout sur la promo. Je vois qu'il y en a beaucoup, mais vraiment, et je parle à toute connaissance de cause, là, il est nature peinture. Il est comme ça dans la vraie vie. Vraiment, le côté livre, là, j'aurais été dans la même pièce, il me l'aurait fait, alors que moi, je l'ai déjà, son livre qui est dans ma bibliothèque derrière. Sachant que, là, tu dis nature peinture, c'est très intéressant. Là, la manière dont je suis avec toi, c'est la manière dont je suis avec mes clients. C'est pour ça qu'avec les clients trop sérieux, je peux pas bosser avec eux. Parce qu'en fait, chasse naturelle et revient au galop, je peux pas bosser avec en mode trop oui, alors, oui. J'ai déjà été dans le copil d'un grand groupe français de vêtements. J'ai sorti une blague en plein milieu d'une réunion hyper importante devant le big boss. Et résultat ? Ça fait un bide. Mais le pire, c'est pas ça. Hein. Le pire, c'était que j'étais extrêmement fier de moi après. L'insolent. Je me suis dit, j'ai dit ce que j'avais à dire, je suis content. Ce soir, je vais bien dormir. Très bien, très bien. Bah écoute, toi au moins t'as pu bien dormir. Peut-être qu'il y en a qui se sont dit, bon bah voilà, je vais rester dans mon côté trop sérieux, et puis au final qui n'ont pas évolué. Hein. Bah je ne sais pas, le client après il a re-signé pour 1 an en doublant le budget. Donc Bon, voilà. je sais pas si ça se trouve, c'est peut-être des bêtises, hein, méfions-nous. Le job a été fait. Quels sont selon toi les outils indispensables d'abord en SEO et ensuite les outils quand on lance une activité d'entrepreneur, quels outils on devrait avoir sur soi? SEO, la Google Search Console, la base de la base de la base de la base. Pour moi, c'est le seul et unique outil qu'on doit apprendre à maîtriser avant de prendre d'autres outils. Voilà, Google Search Console.
Et sinon, avant de se lancer en tant qu'entrepreneur, ouais, enfin, comment dire? Quand je mais c'était bien ça ta question. Quels sont les outils pour se lancer en tant qu'entrepreneur? En SEO d'abord, donc tu as parlé de la Search Ok. Console, ouais. Et ensuite, ouais, si tu lances en business, quels sont les outils? Si je lance un business, il faut d'abord que je fasse le point avec moi-même pour que je me dise, ok, là je veux lancer un truc. Qui je suis? En fait, faire un travail de connaissance de soi. Qui je suis? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce qui me fait sentir bien? Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de moi, qu'est-ce qui ferait donc à la fin de la journée, je serais heureux de moi? Qu'est-ce qui ferait qu'à la fin de la journée, je serais heureux et fier de moi? Qu'est-ce que je veux laisser au monde? Euh, donc, quelle est ma singularité, etc. Bon, faire un travail sur soi. Une fois qu'on a fait ça, réfléchir à l'idée. Parfois, il n'y a même pas besoin d'aller chercher loin. Tu as juste en fait besoin de rester là où tu es et de te dire, en fonction de qui je suis, qui fait ça. S'il n'y a personne, eh ben, tu as la voix. Tu peux y aller. Et du coup, les outils? Tu te poses tout ça pour te dire, je vais prendre l'abonnement Loom? Ah, ok, d'accord. Ah, ok, pardon. Non, les outils de. Ok. Moi, les outils que j'utilise franchement au quotidien, ouais, bah Loom, j'utilise beaucoup pour faire des propositions commerciales à mes clients. Donc Loom, en fait, voilà, petite pépite que je peux vous donner. Un client, avant qu'un prospect devienne client, je l'ai 3 fois. La première fois, je prends le besoin, je me tais, je prends le besoin. Une fois que j'ai pris le besoin, je l'analyse, je lui fais un Loom de 5 minutes pour lui dire voilà ce que j'ai compris. Et ensuite, je le revois une troisième fois. Où je lui présente ce que je pensais faire pour lui, le chiffrage, et après go. Voilà. Loom, sinon, bah, pour driver toute enfin, pour utiliser tes. Comment dire, pour driver toute ta base marketing, moi j'aime bien System.io. Mhm. System.io, ça me permet de créer des tunnels de vente assez rapidement. Donc, ça me permet de créer des pages pour récupérer des mails, par exemple, pour récupérer des leads. Ça me permet d'héberger une formation. Ça me permet d'envoyer mes newsletters. Enfin, moi, c'est l'outil avec lequel j'envoie mes newsletters notamment. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais bon, moi, ça me fait très bien le job. YouTube Premium, très important. Voilà, parce que j'apprends énormément de choses tous les jours sur YouTube. Voilà, sinon, créer du contenu. Alors, ceux qui se lancent, moi, c'est ce que je recommande de faire au tout début, c'est de créer du contenu. Et si vous voulez un petit hack, faites comme ce que Kanye fait et comme ce que moi j'ai fait, créez un podcast. Réfléchissez à un concept autour de votre métier, autour de ce que vous voulez, et créez un podcast, rencontrez les gens. En faisant ça, vous allez avoir un double effet qui se coule. Le premier, c'est que vous allez apprendre de nouvelles choses auprès des gens que vous allez inviter. Parce que là, Kanye, on se connaît depuis 28 ans. Depuis que je suis né, oui. Voilà. 39 ans bientôt. Je parie que tu as appris des choses aujourd'hui, tu vois. Euh, Oh, non, non. Donc, vous allez apprendre des choses de vos invités. Et surtout, vous allez profiter de l'effet. Comment dire, vous allez profiter de l'aspiration de votre invité qui va vous mettre en avant auprès de sa communauté. Donc, c'est-à-dire en fait que pour être connu rapidement, eh ben, les podcasts, il n'y a pas de meilleure option. En tout cas, selon moi. Bah, juste pour vous donner une idée, en seulement 9 mois, je suis passé d'inconnu au bataillon à une des références du podcast en France, en SEO. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai été régulier, j'ai invité tous les grands noms, j'ai invité Olivier Andrieux, j'ai invité plein de gens sur mon podcast. J'ai appris plein de trucs avec eux. Et puis après, derrière, j'ai commencé à me faire connaître comme ça. Et surtout, lorsque vous faites un podcast, il ne faut pas du tout suivre les métriques de vues au tout début. Ça, on s'en fiche. Suivez juste le métrique de est-ce que j'ai kiffé, est-ce que j'ai appris des choses. Voilà. Et si vous mettez en place ne serait-ce que 20% de ce que chacun dit, croyez-moi que vous allez faire un bon du futur. C'est clair, vraiment. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal déjà. System.io, Loom, podcast. Ouais, je pense qu'on est dans un bon starter pack. Très bien. Et dernière question avant de passer à la partie démo. Ouh. Ouh. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aujourd'hui a envie de se lancer en SEO et prenez ma formation ne fait pas partie des réponses, qui souhaite se lancer en SEO, notamment avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout ce qu'on dit aujourd'hui sur le SEO, il est mort par rapport à l'IA, Ok. etc.
Moi, ce que je dirais à toute personne qui se lance, c'est de suivre des personnes de confiance. Pour vous donner des noms comme ça, il y a Elliot Bobier, il y a moi, il y a Camille Dufossé, Nelly Kempf, Dimitri Ajon. Voilà, ce sont des gens, ils sont de confiance, suivez-les. Paul Vengeon aussi, Thomas Meyer. Suivez-les, écoutez leur contenu sur YouTube. Ils proposent tous énormément de contenu. Moi-même, en fait, sur ma chaîne YouTube et sur la plateforme de podcast, je propose beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Poncez le contenu, prenez un projet test à côté, appliquez tout ce que vous devez appliquer, plantez-vous, cassez-vous la gueule, testez, 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 testez. Et rien qu'en faisant ça, déjà, ça se trouve, on n'aurait même pas besoin de prendre une formation payante. Voilà. J'ai un gars que j'ai invité sur mon podcast. Le mec, c'est un petit malin, c'est un petit jeune, il s'appelle Maxime. Le petit Maxime, il sortait d'études, il s'est dit, ouais, c'est cool le SEO, mais j'aimerais bien en faire. Il n'en avait jamais fait. Le gars, il m'a pisté, il a écouté tous mes épisodes de podcast, il a appliqué tout ce que j'ai dit dans tous les épisodes. Aujourd'hui, il tourne à 5 000 € par mois. C'est pas mal. Uniquement sur le gratuit. Hein. Voilà, mais sauf qu'en fait, lui, il est juste passé à l'action. Splendide. Et après, si vous voulez du structuré, il y a également mon programme. C'est sur ces grands mots qu'on va arrêter là. Bah, merci beaucoup, Bill Kerr. Je t'en prie. Merci pour ces pépites. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De l'alignement. Donc on te souhaite de l'alignement. Merci beaucoup. Et puis on va passer à la partie démo. On va passer à la partie démo. Bill Kerr, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Bah en fait, je vais vous présenter un petit peu mon système d'acquisition globale, donc qui mêle SEO, YouTube, LinkedIn, site web et plateforme de podcast. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous montrer en fait mon système organique que j'ai mis en place pour moi, que je mets en place aussi chez mes clients, pour vous montrer en fait que même si on part de zéro, et ben ça fonctionne. Voilà. Là, je vous montre vraiment tout. Voilà. Comme ça, en fait, au moins, vous avez tout. Alors là, System.io. alors ouais. Alors là, on est sur system.io. Et là, depuis le début de l'année 2025, là, au moment où on tourne, nous sommes le 7 mai, donc depuis le début de l'année 2025, j'ai obtenu 792 leads. Donc, je sais pas, je n'ai pas fait les calculs, mais bon, ça fait plus ou moins 4 leads chauds par jour que j'ai obtenus. Donc, grâce au système organique que j'ai mis en place. Donc, tout ça, j'ai mis 0 pub. Donc là, parfois, vous allez voir des pics et tout de leads que je reçois, mais je vais vous expliquer tout ça. Donc en fait, moi, mon système, il est simple. Moi, en fait, le seul produit unique que je propose, c'est mon programme de formation. C'est le produit que je vends sur Internet. Et en fait, moi, mon programme, comment dire, c'est pas parce que tu as l'argent que tu rentres. C'est un programme où je sélectionne des gens. Et donc, du coup, pour avoir le luxe de sélectionner des gens, il me faut beaucoup de personnes. Donc moi, ma stratégie, c'est de faire gonfler ma base pour avoir un maximum de contacts à qui je peux donner un nom de valeur, et de temps en temps, j'ouvre les portes de mon programme, et après, c'est eux qui postulent. Voilà. Et donc, du coup, pour gonfler tout ça, j'utilise différents leviers. Le levier numéro 1, c'est le levier organique, du coup, qui est YouTube. Donc, YouTube, en fait, voilà, j'ai ma chaîne YouTube qui est aujourd'hui à 2200 abonnés. Donc, je fais pas mal de vidéos donc, autour de points vraiment précis. Donc là, j'ai les podcasts dont je parlais tout à l'heure. J'ai des vidéos un peu plus courtes, donc des vidéos métiers. Enfin, j'ai un peu, donc j'ai un peu tout ça. J'essaie de sortir une vidéo par semaine, et sous chaque vidéo, je vais prendre par exemple ce podcast-là avec Nelly, voilà, sous chaque vidéo, je vais mettre ce que j'appelle un lead magnet. Donc du coup, je propose un contenu sur lequel je récupère les coordonnées de mon audience. Donc YouTube me ramène à peu près, allez, on va dire, franchement, toutes les semaines, ça me ramène entre 4 et 5 leads. Donc 4 et 5 leads, chaud. Genre des gens qui laissent numéro de téléphone, donc nom, prénom, mail, numéro de téléphone. Donc déjà pour laisser son numéro de téléphone, c'est que on est déjà pas mal. Donc là, j'ai un système qui se nourrit tout seul. Donc c'est-à-dire qu'il y a les gens, ils peuvent rentrer sur une vidéo, ils vont tout regarder, ils vont me laisser leur contact. Donc ça tourne même quand ça tourne même quand je dors. Et les gens qui après derrière veulent venir dans mon programme, généralement ils regardent tous mes contenus. En fait, j'ai répondu à toutes leurs questions, et puis après, dès qu'ils viennent vers moi, ils me disent j'ai vu telle vidéo, il y a ça qui manque, il y a ça qui manque, je veux rentrer chez toi. Et là, c'est royal, c'est magnifique, parce que j'ai mis en place un système qui tourne tout seul.
Pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés. Voilà, moi, je n'ai pas beaucoup. Je suis dans une niche, j'en ai 2200. Voilà. J'ai fait beaucoup de vidéos, mais en fait, chaque vidéo répond à un point précis de ma cible. Autre point, j'utilise aussi énormément LinkedIn. J'utilise vraiment beaucoup LinkedIn. Je poste une fois par jour. Et de temps en temps, je fais des posts qui s'appellent les two-step posts. Ce sont des posts en fait où j'offre une valeur. Voilà. Où j'offre en fait un gros cadeau. Voilà. Je dis la promesse et je leur dis de mettre leurs coordonnées sur cette page. Ces posts-là, pour moi, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, je prends l'exemple de ce post-là, j'ai 113 likes, 400 commentaires. Et typiquement, ces posts-là correspondent au pic que j'ai ici. Voilà, là, typiquement, le 5 février, j'ai fait un post qui m'a ramené 133 leads sur le même jour. Ce qui est énorme. Voilà, c'est énormissime. Hein. Voilà, donc sachez-le. Donc voilà, donc LinkedIn, je le fais tourner comme ça. Et si jamais je ne fais pas de posts comme ça, et lorsque les gens vont arriver sur mon compte, ils peuvent avoir l'opportunité. Ils peuvent avoir donc l'opportunité de rejoindre ma communauté, donc qui est ma newsletter, donc directement en cliquant ici. Pour supporter tout ça, j'ai mon site, donc j'ai mon site perso, parce que comme je vous ai dit, pour avoir un système d'acquisition, il faut être présent sur Google. Et en fait, mon site perso me permet de répondre à des requêtes longue traîne. Typiquement, je sais que mon audience veut par exemple savoir qu'est-ce qui est le meilleur entre freelance SEO et salariat. Je ne suis pas premier. Ah. Voilà, je suis même plus sur la première page. Si, t'étais en bas. Ah ouais, tu m'as vu? Oui. Ah ouais, moi je me vois pas. Attends. Care.com, freelance SEO, consultant. Ah ouais? Ah ouais, je suis là. Voilà. Ah ouais, en fait, je suis même le deuxième résultat organique. Donc typiquement, je sais qu'ils se posent ces questions-là. Et en fait, moi, je vais faire en sorte de faire des articles long traîne comme ça pour qu'ils puissent rentrer chez moi. Voilà, qu'ils consomment le contenu et tout. Voilà, donc du coup, pour qu'ils rentrent chez moi. Et s'il veut aller plus loin, il y a une pop-up qui s'affiche. Et puis après, sinon, il peut aller s'inscrire directement à ma newsletter ici. Donc voilà, mon système organique, comment il tourne. Je fais une rentrée à peu près tous les 2 mois. À chaque fois, sur chaque rentrée, j'ai à peu près une dizaine de personnes. Et puis voilà, donc aujourd'hui, ça tourne. Et là, au moment où je parle, je vais commencer à scaler ça avec la pub. Très bien, merci pour cette démo. Voilà. Et pour ceux qui nous écoutent et qui nous voient, si vous voulez un exemple d'un profil LinkedIn qui a été optimisé acquisition et qui est très chiadé, n'hésitez pas à voir effectivement le profil de Bill Kerr, qui est un des profils qui a été le plus bossé. Vraiment dans une optique de stratégie, en tout cas. Je mettrai le lien en description. Ouais, j'ai beaucoup bossé dessus, ouais. Donc voilà, et puis après, sinon pour les autres, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Bien sur sûr. LinkedIn, surtout. Merci à toi, on va pas te prendre plus de temps que ça. Merci d'avoir été présent, t'avais pas trop le choix en tout cas, sur ce podcast. Tu y reviens quand tu veux. Cool, écoute, merci beaucoup de cette info, dès que tu m'invites, moi je reviendrai. Bon. À très vite sur le podcast et merci à nos auditeurs et à nos viewers, on se retrouve très bientôt. Salut, ciao ciao. Salut.